Dans l'imaginaire collectif, quand on pense aux pirates, on imagine des hommes barbus, une jambe de bois, un crochet à la main. Barbe Noire, Calico Jack, Levasseur. Mais si je vous disais que le pirate le plus puissant, le plus redouté, le plus riche de tous les temps n'était pas un homme, mais une femme. Une femme qui a commandé une flotte plus grande que celle de nombreuses nations, qui a tenu tête à l'Empire chinois, aux Portugais et aux Britanniques. Son nom, Qing Shi. Préparez-vous à découvrir l'histoire incroyable de la reine des pirates, une femme qui a transformé la piraterie en un véritable empire maritime. Au début du XIXe siècle, les mers de Chine méridionale sont un chaos sans nom. C'est un terrain de jeu pour les bandits, les contrebandiers et surtout les pirates. C'est dans ce contexte que notre histoire commence, non pas avec Qing Shi, mais avec un homme, Zheng Yi. C'était un pirate redoutable, le chef d'une coalition de pirates connue sous le nom de la flotte du drapeau rouge. Mais Zheng Yi, aussi ambitieux soit-il, savait qu'il lui manquait quelque chose pour unifier durablement les clans rivaux et bâtir un véritable pouvoir. C'est là qu'il entend parler d'une femme d'une beauté et d'une intelligence exceptionnelle, une prostituée dans un bordel flottant de Canton nommé Shiyang. La légende dit que Zheng Yi fut tellement captivé par sa réputation qu'il ordonna un raid sur le bordel, juste pour la rencontrer. Mais Shi Yang n'était pas une femme ordinaire. Face au plus grand pirate de la région, elle n'a montré aucune peur. Au lieu de devenir sa captive, elle a négocié. Elle a accepté de l'épouser, mais à une condition. Elle ne serait pas juste sa femme, elle serait son égale. Elle voulait un contrôle total sur la flotte et une part égale du butin. Stupéfait par son audace et reconnaissant son esprit stratégique, Zheng Yi accepta. C'est ainsi que Shi Yang devint Qingxi, littéralement la veuve de Zheng. Un nom prémonitoire. Ensemble, Qingxi et Zheng Yi transforment la flotte du drapeau rouge. Ils passent d'une simple bande de pillards à une organisation quasi militaire. Qingxi, avec son sens aigu des affaires et de l'organisation, met en place des systèmes pour gérer les finances, la logistique et la distribution du butin. Elle n'est plus dans l'ombre. Elle co-dirige activement. Leur pouvoir grandit de manière exponentielle. En quelques années, leur flotte passe de 200 à plus de 600 navires, et leurs hommes se comptent par dizaines de milliers. Ils sont la terreur de la mer de Chine. Mais en 1807, le destin frappe. Zheng Yi meurt subitement en mer, pris dans un typhon. La mort de son mari aurait dû signer la fin de son règne. Dans le monde brutal de la piraterie, une veuve n'avait que peu de chances de garder le pouvoir. Les capitaines rivaux étaient prêts à se déchirer pour prendre la tête de la flotte. Mais ils avaient sous-estimé Qingxi. Elle a agi vite et de manière décisive. Elle savait qu'elle avait besoin d'un allié puissant et loyal. Et cet allié était juste sous ses yeux, Shung Po Tsai, le fils adoptif de son défunt mari. Shung Po Tsai était un guerrier respecté, aimé des hommes. Qingxi a solidifié son alliance avec lui, devenant sa partenaire et plus tard sa femme. Ensemble, ils ont non seulement maintenu le contrôle de la flotte, mais ils l'ont fait prospérer comme jamais auparavant. C'est là que le véritable génie de Qingxi éclate au grand jour. Libérée de toute contrainte, elle prend les pleins pouvoirs. Et la première chose qu'elle fait, c'est d'établir un code de loi, un code d'une sévérité absolue, qui va transformer sa horde de pirates indisciplinés en une armée redoutable. Ce code était la clé de voûte de son empire. Par exemple, tout pirate qui donnait un ordre de son propre chef, sans passer par ses supérieurs, était immédiatement décapité. Quiconque désobéissait à un ordre d'un supérieur, même mineur, subissait le même sort. Mais le code allait bien plus loin. Il régissait aussi le partage du butin. Fini le chacun pour soi. 20% de tout le butin revenait directement au fonds commun, géré par Qingxi pour financer les opérations et entretenir la flotte. Les 80% restants étaient partagés entre l'équipage du navire qui avait mené la capture. Voler le trésor commun ou piller un village qui payait tribut à la flotte était puni de mort. Cette discipline financière a permis à Qingxi d'avoir une trésorerie stable et immense. Et puis, il y avait les règles concernant les femmes. Qingxi a instauré une politique étonnamment stricte pour l'époque. Les pirates ne devaient pas agresser les femmes captives. Si un pirate voulait prendre une captive pour femme, il devait lui être fidèle et bien la traiter. L'infidélité ou la violence envers elle était punie de mort. Les relations consenties avec des captives étaient autorisées, mais la violence était absolument interdite.
Cette règle, plus que toute autre, montre la complexité du personnage de Qingxi. Elle était une pirate impitoyable, mais elle imposait un code moral à ses hommes, protégeant les plus vulnérables. Grâce à ce code, la flotte du Drapeau rouge est devenue une machine de guerre et de profit incroyablement efficace. Leur territoire s'étendait sur des centaines de kilomètres le long de la côte du Guangdong. Ils ne se contentaient plus de piller des navires. Ils ont mis en place un système de raquettes à grande échelle. Chaque navire de commerce, chaque village côtier, chaque pêcheur devait payer une taxe de protection à Qingxi pour pouvoir opérer en toute sécurité. Ceux qui refusaient voyaient leurs navires couler, leurs villages brûler. Elle a créé un véritable gouvernement de l'ombre, avec ses propres impôts, sa propre administration et sa propre justice. Son empire maritime était si vaste et si bien organisé que le gouvernement de la dynastie Qing ne pouvait plus l'ignorer. L'empereur Jiaqing, humilié par cette femme qui défiait son autorité, a décidé de mettre fin à son règne. Il a envoyé la flotte impériale pour l'anéantir. Mais les jonques de guerre de l'empereur, lourdes et peu maniables, n'étaient pas de taille face à la flotte agile et expérimentée de Qingxi. Elle les a attirés dans des embuscades, a utilisé sa connaissance parfaite des côtes pour les piéger. Bataille après bataille, la marine impériale a été décimée. Qingxi a même capturé des dizaines de navires de guerre, qu'elle a ajoutés à sa propre flotte. C'était une humiliation totale pour l'empereur. Voyant que sa propre marine était impuissante, l'empereur s'est tourné vers des puissances étrangères. Il a demandé l'aide des Portugais, basés à Macao, et même des Britanniques, dont la Royal Navy commençait à dominer les mers du monde. Une flotte conjointe sino-portugaise-britannique a été formée pour traquer et détruire Qingxi. Ils l'ont finalement coincé dans la baie de Tangchung. C'était le piège parfait. Des dizaines de navires de guerre bloquaient la seule sortie de la baie. Pour n'importe qui d'autre, c'était la fin. Mais pas pour Qingxi. Pendant des semaines, elle a résisté au blocus. Ses espions à terre lui fournissaient de la nourriture et de l'eau. Puis, une nuit, profitant d'une tempête et d'une marée favorable, elle a lancé une attaque surprise. Tandis qu'une partie de sa flotte faisait diversion, le gros de ses navires a forcé le blocus dans un chaos indescriptible. Au petit matin, quand la fumée s'est dissipée, la flotte alliée a constaté, stupéfaite, que Qingxi et la quasi-totalité de ses navires s'étaient échappés, presque sans perte. Elle avait une fois de plus ridiculisé les plus grandes puissances navales du monde. Après cette défaite cuisante, l'empereur a compris qu'il ne pourrait jamais la vaincre par la force. Il a donc changé de tactique. Il lui a offert l'amnistie, une offre de pardon totale pour elle et tous ses hommes. C'était une offre incroyable, mais Qingxi était méfiante. Elle savait que c'était peut-être un piège. Alors, au lieu d'envoyer un émissaire, elle y est allée elle-même. Sans armes, accompagnée seulement d'une délégation de femmes et d'enfants, elle a marché jusqu'au palais du gouverneur général à Canton. Face au plus haut représentant de l'empereur, elle n'a pas supplié, elle a négocié encore une fois. Elle a accepté l'amnistie, mais à ses conditions. Elle demandait que tous ces hommes soient pardonnés, que beaucoup puissent même intégrer l'armée ou l'administration impériale, et surtout qu'elle puisse conserver toute la fortune qu'elle avait amassée. Le gouverneur, désespéré de mettre fin à son règne de terreur et impressionné par son courage, a accepté toutes ces demandes. En 1810, Qingxi, la reine des pirates, a officiellement pris sa retraite. Et c'est peut-être la partie la plus folle de son histoire. Contrairement à presque tous les autres grands pirates de l'histoire, qui ont fini pendus, tués au combat ou ruinés, Qingxi a eu une fin heureuse. Elle a épousé Chongpo Tsai, qui est devenu un officier de la marine chinoise. Elle a utilisé son immense fortune pour ouvrir une maison de jeu et un bordel à Canton, des activités qu'elle connaissait bien. Elle est devenue une femme d'affaires respectée, bien que probablement un peu crainte, et a vécu une vie paisible et prospère. Elle est morte de cause naturelle en 1844, à l'âge de 69 ans, en tant que grand-mère riche et puissante. L'histoire de Qingxi est bien plus qu'une simple histoire de pirate. C'est l'histoire d'une femme qui, partie de la position la plus basse de la société, a réussi à se hisser au sommet du pouvoir dans un monde dominé par les hommes grâce à son intelligence, sa ruse et sa volonté de faire. Elle n'était pas seulement une combattante, elle était une stratège, une politicienne et une chef d'entreprise d'une envergure exceptionnelle. Alors la prochaine fois que vous penserez aux grands pirates de l'histoire, n'oubliez pas celle qui les a tous surpassés, Qingxi, la véritable reine des mers. Si l'histoire de Qingxi vous a fasciné,
N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de personnages historiques hors du commun. Dites-moi en commentaire quel autre personnage vous aimeriez découvrir. À très bientôt.